Impasse sur le dossier des retraites, énorme difficulté budgétaire pour la France et euro numérique qui arrive en force à partir d'octobre. Ce sont les trois sujets dont on va parler aujourd'hui, trois sujets qui sont assez brûlants. L'impasse, l'échec des négociations sur les retraites, échec qui était assez prévisible et qu'on avait pronostiqué en tout cas. Cet échec renvoie derrière à des énormes difficultés que va avoir le gouvernement d'un point de vue budgétaire, puisqu'il y a 40 milliards à trouver d'ici le 14 juillet. On a même un petit peu avancé la date, puisqu'on aura la présentation par le gouvernement le 11 juillet, a priori, tout d'un bloc. Et puis, quelque chose qui, moi, et qui inquiète pas mal les internautes, en tout cas, c'est l'euro numérique qui arrive en octobre, et pour présenter son euro numérique, Christine Lagarde a cité comme exemple la Chine et la démocratie chinoise, ce qui ne manque pas de nous interroger. On a aussi énormément de mouvements actuellement sur tout ce qui est stablecoin et Bitcoin, etc., ce qui peut être aussi intéressant puisque dans une période qui est assez mouvementée, on voit que le Bitcoin et stablecoin semble devoir jouer un rôle de valeur refuge qui était avant l'apanage de l'or et du franc suisse et qui maintenant semble se propager dans tout ce qui est monnaie numérique. Alors moi, je n'y connais pas grand-chose en monnaie numérique, mais j'ai invité pour cette vidéo et pour parler des différents sujets des gens qui sont beaucoup plus doués que moi sur tout ça. Par exemple, donc Antoine Andréani d'XTB France, qui anime tous les matins une émission écho sur XTB France. Le lien est dans la description, si vous voulez aller voir les vidéos et la chaîne d'Antoine. Et donc Antoine est un grand spécialiste du Bitcoin et de toutes les monnaies numériques, de la bourse en général, mais avec vraiment un attrait énorme sur tout ce qui est monnaie numérique. J'ai invité aussi Étienne Henry, qui est actuellement en Chine et qui connaît vraiment bien l'Asie, mais également les sujets économiques français. Donc, on va pouvoir échanger tous les trois sur ces différents sujets. À propos d'Étienne Henry, Étienne est rédacteur en chef aux publications Agora, et je vous ai mis un lien vers un PDF des publications Agora sur l'or. Donc, ça peut vraiment vous intéresser. Allez regarder, allez cliquer sur le PDF. C'est gratuit, donc profitez-en, allez cliquer sur le PDF et allez voir ce que les publications Agora peuvent vous dire sur l'or, parce que l'or actuellement bat record sur record. Et voilà, est-ce que c'est trop tard pour en acheter? Est-ce qu'il faut en acheter? Quel or il faut acheter? Ça peut être intéressant de regarder ça. Cliquez sur le lien dans la description. Et donc, moi, je fais ma dernière promo. C'est que, vous savez qu'il y a la newsletter de Draw My Economy. La newsletter de Draw My Economy, c'est une newsletter gratuite qui sort une fois par semaine le jeudi matin et qui se lit en 5 minutes. Et mon engagement, c'est 5 minutes de lecture, 3 idées économiques fortes qu'il faut connaître et qui sont importantes en ce moment, plus une idée d'investissement. Voilà, en 5 minutes de lecture, c'est tous les jeudis matins, c'est gratuit. Le lien est également dans la description de la vidéo. Alors, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en direct et qui sont dans le chat. Bonjour Sci-Fi. Bonjour à tous. Je vois Laurent aussi, Christine. Donc, bonjour à tous. Et bonjour à ceux qui nous regardent en différé ou qui nous regardent actuellement sur Twitter, puisqu'on est à la fois sur la chaîne Draw My Economy de YouTube et sur Twitter en direct. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez pour vous abonner, cliquez sur la cloche pour être averti quand je fais des nouvelles vidéos. Et on démarre tout de suite avec l'échec des retraites. Donc ça, c'est un échec personnel de François Bayrou qui a réuni les partenaires sociaux depuis 3 mois sur comment on va régler le problème des retraites. Moi, je suis toujours épaté par ça parce qu'on a quand même des gens qui gèrent les retraites depuis 1945, qui ont eu tort sur tout, qui se sont trompés sur absolument tout, qui ont amené le système à la ruine, mais on leur dit « réunissez-vous pendant 3 mois, vous allez bien nous trouver une solution maintenant ». Moi, je ne comprends même pas comment tout ça sous le chapeau d'un gouvernement qui, lui, crée de la dette et du déficit depuis 50 ans,
est le plus mauvais gestionnaire d'Europe pour les finances publiques. Mais bon, voilà, ces gens-là réunis espèrent sauver le système des retraites. Donc, comme prévu, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, François Bayrou se retrouve un peu en difficulté parce que, bon, d'une part, il va faire face à une censure qui ne passera pas. Donc, il va faire face à une censure sur le système des retraites. Mais surtout, c'est bien beau de ne pas trop tomber sur un accord, mais il faut quand même faire quelque chose sur les retraites parce que ça devient de plus en plus difficile à financer. Pour finir de planter le décor, il faut avoir dans l'idée que les retraites, sur 1 000 euros dépensés par l'État, il y en a 250 qui partent aux retraites. Donc, il y a vraiment un quart du budget de l'État, enfin pas du budget de l'État, mais de la dépense publique qui part dans les retraites. Ça devient absolument gigantesque. Et du coup, faut trouver une solution pour contraindre cette dépense et arriver à quelque chose qui soit finançable. Voilà, j'ai fini mon topo sur le premier sujet. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer avec cette histoire de retraite? Qui commence? Qui va au casse-pipe pour parler du sujet brûlant? Euh, Quoi dire? François-Xavier, on en a parlé une fois. On en a parlé de ce système de retraite qui ne peut pas tenir tel qu'il est. C'est un système par répartition et dans le contexte démographique, on en a parlé à plusieurs reprises. Dans ce contexte démographique qui est complètement défavorable, ce système il est insoutenable. Dernière fois qu'on s'était vu, je crois que c'était 2 émissions avant, on avait parlé de ce fameux ratio actif par retraité qui est en baisse constante depuis des décennies. Donc en 70, on était 4 actifs par retraité, aujourd'hui on est 1,3. C'est-à-dire qu'en fait le logiciel il est obsolète. On discute un peu pour rien, il faut tout remettre à plat. Et on en a parlé, ces politiciens n'ont pas de courage politique, donc ils ne voudront pas le mettre à plat, sauf si on se retrouve un petit peu le couteau sous la gorge comme la Grèce. Donc, il faut reformer totalement le système de retraite, introduire une partie capitalisée, un petit peu une retraite à la carte. Ça va être très, très difficile à mettre en place, car quand on est à 100% en répartition, à un moment donné, on a une génération de sacrifiés. Donc, qu'est-ce que je veux que je dise? François-Xavier, c'est négatif, c'est catastrophique. On est en train de faire beaucoup de bruit, on gagne du temps, on essaie de refiler la patate chaude au prochain gouvernement. C'est pas évident. Et en plus de ça, il y a le problème de la pénibilité du travail qui n'est pas trop pris en compte, donc pas évident. Moi de mon point de vue d'analyste technique, d'analyse des marchés, moi, il y a quelque chose que je regarde évidemment, c'est l'état obligataire à 10 ans français et celui à 10 ans américain. Je m'explique pourquoi. Parce qu'en fait, en fonction de ce que ces taux obligataires, ce que les taux obligataires font, on va avoir soit de la tension, soit de l'apaisement. Et si on va vers de l'apaisement, eh bien, les politiciens français vont être plus enclins à gagner du temps, à bricoler, puis on verra dans un an. La BCE, l'Europe peut être un petit peu plus conciliante vis-à-vis du déficit des 3% à respecter. Donc c'est important, soit on va vers de l'apaisement, soit on va vers de la tension. Et les taux obligataires à 10 ans français ne doivent surtout pas dépasser les 3,5%. Si on bascule au-dessus, on aura de la grosse tension et il y aura la troïka, comme on l'appelait à l'époque en Grèce, donc l'Europe qui va venir un petit peu verrouiller et serrer le cou un petit peu des politiciens français. Donc ce niveau, il est très très important, ne surtout pas dépasser 3,5%. Après, est-ce que c'est négatif de dépasser 3,5%? Au moins, on aura des réformes, au moins ça bougera. Peut-être qu'on a un Milei français qui débarquera, on peut tout imaginer. Mais donc voilà, surtout pas dépasser 3,5%. Si par contre, on descend en dessous de 2,7%, on aura une Europe plus tolérante, peut-être du laxisme budgétaire qui viendra, donc du bricolage. Et ça peut durer un moment. Ça peut durer un moment. Il ne faut pas croire que demain, on va avoir l'apocalypse. On y est très loin. Ça peut durer. Et dernier élément très important, bon, je reste un peu technique, désolé, mais le taux obligataire à 10 ans américain peut contaminer celui en France. Et le taux obligataire à 10 ans américain est compris techniquement dans une structure de triangle.
Donc, c'est grosso modo un petit peu comme si vous aviez une bouteille de champagne que vous remuez. Et à un moment donné, la pression va casser. Le triangle, soit à la hausse, soit à la baisse. Et si on casse à la hausse, eh bien, ça veut dire que notamment au-dessus de 4,8% pour les Américains, ça voudrait dire qu'en France, eh bien, on pourrait dépasser les 3,5%. Et si tel est le cas, on aurait de la tension, un risque de contamination, et on irait dans le sens d'un scénario inflationniste sur lequel peut-être Powell est en train de tabler. Donc, à surveiller. Moi, le message que j'ai à dire à nos téléspectateurs, regardez les taux à 10 ans français et américains, parce qu'ils vont pouvoir vous donner beaucoup d'indices sur ce qui va se passer à la suite. L'augmentation des taux américains entraîne l'augmentation des taux en France. Absolument. D'accord. C'est un petit peu une contamination. Et sachez que c'est rigolo, je vais mettre mon graphique, mais sachez que, par exemple, contrairement à ce qu'on peut penser, des événements peuvent déclencher la baisse de ce taux obligataire français. Par exemple, la dissolution de l'Assemblée nationale l'an dernier a déclenché la baisse des taux. Au final, ça a été une bonne nouvelle. Ça peut paraître paradoxal. Et l'arrivée de Donald Trump a coïncidé avec une autre baisse des taux et donc plus vers un scénario de détente. Donc les marchés financiers, ils ont leurs propres règles. Il faut surveiller ce qu'ils font parce qu'ils nous donnent vraiment des indications très très importantes. Et donc voilà, il faut surveiller ce qu'ils font, ces marchés. Ce qui m'affole dans ce que tu dis, c'est que on a un gouvernement. Enfin, ce qui m'a affolé, c'est quand tu dis ah mais si les taux baissent, ils vont se laisser aller, l'Europe va pas nous embêter, etc. Mais c'est des visions d'un court-termisme, moi, mais qui m'impressionnent parce que et je suis d'accord avec ce que dit Jean-François, quoi. La réforme des retraites viendra du FMI et non du gouvernement. C'est vraiment ça. Mais c'est court-termiste parce qu'on sait très bien que les taux, la France va emprunter cette semaine à un taux, puis la semaine prochaine à un autre taux, puis on sait ils vont fluctuer, c'est certain que quelquefois ils vont monter, ils vont descendre. Sur le long terme, ils vont fatalement monter parce que malgré tout, il y a une dette qui est là. Donc, si on a une vision long terme, on profite de taux bas pour financer une grosse réforme et pouvoir faire une réforme compliquée. C'est ça, avoir une vision long terme. C'est comme vous, quand vous allez acheter quelque chose d'important comme une maison, vous n'attendez pas que les taux soient hauts et que ce soit compliqué. Vous dites, bah voilà, les taux sont bas, je vais renégocier mon emprunt bancaire, par exemple, parce que mes taux sont bas, des choses comme ça. Donc, vous essayez d'agir intelligemment avec une vision long terme. Là, le fait de dire, oh, finalement, on est descendu en dessous de 2,7, on va rien faire, hein, c'est pas la peine, on va pas prendre de risques, on va laisser couler, puis c'est le suivant qui prendra le truc en pleine tête. C'est souvent l'équivalent d'un Milei qui arrive quand c'est l'apocalypse, et là, le mec il fait. Mais pour l'instant, on est encore loin. Parce que vraiment, enfin, n'importe qui se dirait au contraire, on a des taux extrêmement bas. Par exemple, François Hollande, avec les taux zéro, aurait dû en profiter en disant, écoutez, j'emprunte à taux zéro, voire à taux négatif, je réforme totalement mon système. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Je réforme mon système de retraite. J'ai un maximum d'argent qui ne me coûte rien. Je change totalement tout. J'en profite, c'est gratos. Profitons-en. Ben non, finalement. Juste un dernier petit mot, un petit mot pour la fin. Moi, je pense que l'inflation va continuer de baisser. Et donc, ça pourrait suggérer que les taux obligataires, eux, vont aussi baisser. Donc, pour nous, citoyens, c'est extrêmement frustrant parce qu'on voit des gens incompétents qui nous gouvernent. Et bon, je ne fais pas de politique, hein, je m'avance un peu en disant ça, mais voilà. Voilà. Suivez les marchés, suivez ce que font les taux. Mais en Italie aussi, il avait fallu une crise des taux pour qu'ils changent de gouvernement, que Berlusconi se fasse virer et que l'Europe impose son candidat pour réformer tout, quoi, parce que c'était mais c'est le jour où effectivement les taux italiens sont passés à 7% en 15 jours. Ils avaient plus le choix, ils pouvaient plus emprunter, plus payer fonctionnaires, plus rien faire. Et à ce moment-là, Berlusconi s'est fait dégager. On a pu mettre quelqu'un. Et c'est aussi pour ça que Trump veut baisser les taux, parce qu'il veut un petit peu baisser les taux les taux obligataires. Ça va dans le sens de l'apaisement. Ça reste le juste ultime. Fait des choses loin.
D'ailleurs, Trump, on a bien vu un asservissement quand même entre l'évolution du 10 ans et du 30 ans américain et l'ajustement sur les politiques, notamment sur les droits de douane. Quand ça va dans le bon sens, la politique continue, puis quand les taux commencent à décaler, on revient un peu en arrière et on affine. Et ouais, comme vous le disiez, c'est ce qui s'est passé en Italie, c'est ce qui se passera en France. Là, je reviens du Japon. Ils ont eu le cas le mois dernier aussi. Ils ont un placement obligataire qui a complètement foiré. Ils se sont retrouvés à devoir payer une prime de risque quasiment de 200 points de base entre l'emprunteur moyen et l'emprunteur marginal pour le dernier placement. Et ils n'ont pas réussi à placer tout ce qu'ils voulaient. Et là, le gouvernement a dit, on va arrêter de faire appel au marché. Un gouvernement qui arrête de faire appel au marché, c'est un gouvernement qui doit arriver à boucler ses budgets. Donc, nous, il faut voir comment on va réussir à faire ça. Après, sur les retraites, il y a quand même une chose, comme vous le soulignez, François-Xavier, il y a les partenaires sociaux qui n'arrivent pas à équilibrer la mécanique même des retraites depuis des décennies. Il y a le gouvernement qui est un très mauvais gestionnaire qui se pose en garant de la bonne foi du système de retraite. Mais le fait est qu'en France, le système de retraite qui était censé être pour les salariés, géré par les salariés, c'est plus ça depuis longtemps. Je rappelle qu'il est essentiellement maintenant financé aussi par la CSG, que tout le monde paye sur tous les revenus, y compris les revenus de remplacement, y compris les revenus du capital, y compris les revenus de l'étranger. Si vous investissez votre argent qui a déjà été taxé ou sur lequel vous avez déjà payé des cotisations sociales à l'étranger, dans une boîte à l'étranger, qui emploie des gens à l'étranger, qui utilise des infrastructures à l'étranger, qui a des clients à l'étranger, vous allez quand même payer 17% de CSG dessus. Et la CSG en année pleine, c'est 120 milliards. Donc, c'est 1,5 fois l'impôt sur le revenu. Et tout ça, c'est pour payer les cotisations sociales. Alors, il y a un peu du RSA, mais c'est aussi beaucoup des retraites. Donc, on n'est plus du tout dans un système qui est auto-équilibré. Comme vous le disiez en introduction, c'est un Ponzi. C'est-à-dire que ça fonctionne que quand la démographie permet d'avoir toujours plus d'arrivants. Là, on est arrivé au bout de la démographie française, donc le système ne fonctionne plus. Il n'y a pas d'autre choix qu'une remise à plat. On peut bouger les paramètres comme on veut, et là, l'échec des négociations les plus récentes, c'est dû à ça, c'est qu'on essaie de voir quel curseur on peut bouger un peu à droite à gauche pour espérer faire tenir le truc. Ça ne peut pas fonctionner. La seule chose qui peut marcher, en fait, c'est un système de retraite où les montants sont assis sur l'état de l'économie française. Mais même si on met de la capitalisation, en disant en français, ça va vous garantir votre niveau des retraites, avec de plus en plus de retraités, de moins en moins d'actifs, et un pouvoir d'achat des retraités qui monte plus vite que le pouvoir d'achat des salariés, ça ne fonctionne pas, parce qu'on revient sur un Ponzi. Et que le revenu, ce soit des dividendes tirés des entreprises de l'économie réelle ou des cotisations sociales tirées sur les salaires, c'est pareil. Il y a un moment, la seule planche de salut, c'est que les allocations au sens large dans le pays, elles soient un pourcentage au moins. Alors après, est-ce qu'il sera à 14% comme aujourd'hui du PIB ou à 12-10% comme dans d'autres pays? Ça, on peut en discuter, mais il faut qu'à minima, ce soit un pourcentage du PIB et pas une masse qui fait qu'augmenter par effet de cliquet. Parce que tant qu'on est dans ce côté un peu Père Noël où on donne des allocations aux Français et on fait que monter des allocations, des fois un petit peu plus vite, des fois un petit peu moins vite que l'inflation, mais bref, ça ne fait que monter, on s'en sortira pas. Parce que là, la démographie ne le permet plus. Mais bon, comme disait Antoine, tant qu'on ne met pas tout à plat, on n'ira pas à l'équilibre. Oui, ça, mais je suis assez d'accord. Alors, quelqu'un me pose une question technique. Si les taux montent, ceux de l'assurance vie aussi. Alors, oui. Voilà. Alors, oui, sur le long terme, parce que votre contrat d'assurance vie en euros, donc je pense que là, on parle d'un fonds en euros, ça va être en fait des obligations principalement d'État français. Donc, si les taux montent pour l'État français, les nouvelles obligations sont intéressées. Sauf que votre contrat d'assurance vie, il possède un paquet de vieilles obligations. On ne les change pas toutes les semaines, les obligations du contrat d'assurance vie. Donc, si votre contrat d'assurance vie, il a des obligations à 0% ou à 1% de taux, et qu'aujourd'hui, les taux montent à 3%, eh bien, la valeur des vieilles obligations diminue et elles perdent de la valeur. Donc, votre contrat d'assurance vie, c'est un mix entre la valeur des obligations qui sont dedans et puis une moyenne également des taux d'intérêt. Donc, vous avez des vieilles obligations à 1%, les nouvelles sont à 3%. Il faut voir quel pourcentage de vieilles obligations vous avez, quel pourcentage de nouvelles. Il y a évidemment beaucoup plus d'anciennes que de nouvelles. Donc, le taux va monter faiblement et en plus, la valeur des anciennes va baisser, ce qui va influencer le taux à la baisse. Donc, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'assurance vie, c'est une bonne nouvelle à long terme. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, toutes les obligations de l'assurance vie ont été échangées. Et donc, voilà, ça devient... il faut que les taux soient élevés pendant 10 ans pour que votre contrat d'assurance vie ait des taux élevés pendant... Voilà, et des taux élevés.
J'espère que j'ai été clair. Mais, je crois qu'on peut ajouter d'ailleurs que pendant le temps où on fait rouler les obligations, le contrat d'assurance vie, enfin, l'assureur qui émet le contrat peut se retrouver en état de défaut théorique. C'est-à-dire que si les gens veulent récupérer ce qu'ils ont mis sur leur assurance vie, il n'y a plus du tout assez d'argent pour le récupérer. Donc, on a des fonds de garantie qui sont censés répondre à ça. On a le gel des assurances vie qui est là pour empêcher les gens de récupérer leur billes. Mais à court terme, c'est même potentiellement très problématique. À court terme, c'est dangereux et c'est pour ça qu'il y a eu la loi Sapin 2 pour bloquer les comptes d'assurance vie. C'est que à court terme, comme on vous garantit le capital, alors que ce n'est pas réel, le capital en lui-même il n'est pas garanti, il dépend des obligations d'État. Si la valeur des obligations baisse, en fait, le capital il baisse techniquement. Donc pour éviter que votre assureur fasse faillite et que tout ça conduise à un immense bank run et à la faillite de tout le système, la loi Sapin permet de bloquer votre assurance vie pendant 6 mois. Et puis, ils la renouvelleront 6 mois de plus s'il le faut pour que le système se calme. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est vrai sur le long terme que la hausse des taux entraîne une hausse des taux de l'assurance vie. C'est vrai sur le long terme. Sur le court terme, c'est plutôt un risque qu'autre chose. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce sujet sur l'assurance vie. Le FMI peut-il imposer une baisse des dépenses de fonctionnement de l'État du type les 1200 agences qui nous coûtent 90 milliards? Ah oui, mais le FMI, je vais laisser aussi les invités répondre, mais le FMI, quand il arrive, ça rigole pas. Il ne faut pas croire que c'est la fête. Le FMI, il faut voir ce qu'il a fait en Grèce. En Grèce, ça a été moins 20% sur toutes les retraites. Donc, les retraités qui nous écoutent, il faut imaginer, le FMI arrive, il dit « Votre retraite, c'est moins 20%, monsieur. » Point. Et il va dans les grandes masses, il n'en a rien à faire de votre cas particulier. C'est 20% sur toutes les retraites. C'est moins 30%, je crois, sur le salaire des fonctionnaires. Tout de suite, tac, on coupe on coupe vraiment, vraiment dans le vif. On n'est pas du tout… Et il se moque, c'est frustrant aussi, c'est qu'il se moque des petits montants. C'est-à-dire que notre Premier ministre pourra continuer à faire des allers-retours en Falcon pour aller parler 27 minutes d'écologie à Biarritz. Ça, le FMI s'en fout. Ce n'est pas son problème. Parce que ça ne représente pas une grosse masse. Par contre, il peut dire effectivement, je supprime toutes les agences d'État, je supprime ceci, je supprime cela. Ça, il est tout à fait capable de le faire. Mais si vous rêviez du fait qu'avec l'arrivée du FMI, c'était le gouvernement qui allait tout prendre à sa charge et que vous n'auriez rien à faire, aucun effort à faire, je peux vous dire que si vous êtes fonctionnaire ou retraité, oubliez. ça va être une boucherie pendant quelques années. Les Grecs vivent encore la boucherie actuellement. Je parle souvent de mon ami grec, que j'ai rencontré donc pas forcément un ami, mais j'ai rencontré il y a 2 mois en Grèce, professeur de lycée en Grèce, après avoir été professeur d'université en physique, donc une matière dure, de sciences dures, et ce professeur gagne 1 000 € par mois. Et il me dit, la vie en Grèce, faut pouvoir vivre, c'est vachement dur. Et je suis assez d'accord avec lui. Quelqu'un, vous voulez intervenir sur la réponse vis-à-vis du FMI qui va nous sauver ? C'est très vrai, et on peut compléter aussi avec la Commission européenne. On parle beaucoup là du mécanisme qui a été mis en place il y a 2 ans de sauvetage, de rachat de dettes d'obligations d'État par la BCE. C'est effectivement un mécanisme qui est prévu, qui n'a pas été remis en œuvre là, depuis les périodes de QE des années précédentes. Donc, ça donne à l'Europe le droit de racheter la dette française, la dette d'État. Donc on se dit, c'est tranquille, on peut arrêter d'équilibrer nos budgets et on peut de nouveau émettre de la dette qui va être prise en charge par les autres contribuables européens. La petite subtilité, c'est que ça ne fonctionne que si on retrouve les critères du pacte de stabilité, donc un déficit primaire de 3%. Là, on est au double aujourd'hui. Donc, si l'Europe règle la facture à notre place, c'est ça dont on parle, ce sera au prix d'une diminution par 2 du déficit public français. Et baisser le déficit primaire d'un facteur 2, ça veut dire faire des coupes pareilles drastiques, et ça ne peut pas être fait dans la finesse. Comme vous le disiez, c'est forcément dans les grandes masses, et ça va se compter en dizaines, voire centaines de milliards d'euros.